Oui, bonjour à tous. Alors, quelques petites actualités liées à l'actualité économique et au salon. Alors, tout d'abord, souvent, on parle de la situation réelle de l'agriculture, de la crise dans laquelle est enfoncée l'agriculture française et européenne. Je vais faire une petite parenthèse, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, de ceux pour qui ça va bien. Il y en a 15-20%, c'est chiffré, de paysans au-dessus du SMIC brut. C'est plutôt 15 aujourd'hui que 20, parce que la crise, elle est quand même forte. Donc oui, c'est vrai, il y a une quinzaine de pourcents d'agriculteurs qui sont à plus de 2 500 euros, voire plus de 3 000 euros, voire 4 000 euros net mensuels. C'est complètement vrai. Je parle par personne, d'accord? Je parle pas pour un couple. Alors bien sûr, on retrouve les champenois, on retrouve certains vignobles, je dis bien le mot certains, parce que la viticulture est en crise, mais il y a des gens qui détaillent, qui vendent au détail et qui sont dans des revenus, on va dire, bien au-dessus de la moyenne. Je ne veux pas utiliser le mot correct, parce que ça dépend ce qu'on appelle correct. C'est des gens qui ont énormément d'heures de travail, hein, qui font des ventes au détail, par exemple dans les vignobles. On peut retrouver des producteurs qui transforment, des producteurs de lait. On peut en retrouver, hein, au-dessus du SMIC brut, donc dans ces 15%-là. Mais bien sûr, j'en parle moins que la moyenne, parce que 15%, ça ne représente pas la majorité des paysans, mais il est vrai que ça existe. J'ajoute que dans ces 15%-là, qui sont dans des revenus qu'on peut considérer quand même de corrects, hein, on va dire qu'ils ne sont pas au RSA, hein, ils ne sont pas au seuil de pauvreté, ils le méritent, attention, hein, il y a des heures de travail, hein, derrière. Hein. C'est pas un exploitant, c'est pas 35 heures, hein, ou un viticulteur, ou un maraîcher qui va faire les marchés et qui va être dans ces revenus-là, bien au-dessus du SMIC brut. Cependant, on retrouve dans les 15% qui gagnent bien leur vie toute une partie de gens qui captent les aides de la PAC. Donc attention, c'est des revenus subventionnés. C'est ce j'appelle moi la prime pour l'emploi, la PAC. Donc ça vient fausser un peu, je dirais, le bon résultat économique dans beaucoup de structures. Il est lié à cette politique agricole commune qui est, faut bien le dire, mal répartie. Alors, je vais utiliser deux thèmes. Je vais parler du salon, 2 secondes, et ensuite, c'est en lien avec ce que je vais dire sur le salon. Alors, j'ai vu, c'est très rare, c'est pour ça que je le souligne. J'ai un article que vous m'avez envoyé, Vincent Claes, je gagne plus comme chauffeur à mi-temps chez Lactalis qu'avec mes bêtes. Voilà. Un gars qui est double actif et il dit que chauffeur à mi-temps chez Lactalis, il gagne plus que dans sa ferme. Ah oui, c'est bien connu, hein. Moi, j'en ai dans mon entourage, hein, beaucoup de double actifs qui gagnent bien plus d'argent par leur activité extérieure que par l'exploitation. Et j'ai un autre témoignage. Alors là, celui que je vous parle, là, il était devant des animaux, il est pris en photo, des rouges des prés. Hein. Et il y a un autre témoignage avec 35 vaches. Mes parents ont pu vivre et élever leurs enfants. C'était le cas chez moi, de mes parents, avec 35 vaches. Hein, ils n'en avaient même que 30, moi, mes parents. Et moi, je n'ai jamais tiré d'argent de ma ferme. Non, ce qu'on appelle dégager un réel revenu. Comme je le dis, hein, 80% d'entre nous, on est en dessous le SMIC brut. Donc moi, je ne considère pas un agriculteur qui se prélève 800 euros, 1000 euros, 1200 euros, même 1400 euros, moi je ne considère pas que c'est une rémunération. Voilà. C'est un scandale d'être rémunéré en travaillant autant qu'on travaille, la permanence qu'on a dans nos exploitations et surtout les risques, les capitaux engagés, les risques qu'on prend, hein, 1 500 euros, bah, c'est pas du travail. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à renouveler les générations. Alors, pourquoi c'est si faible le revenu? Bah, ils sont liés à la théorie de David Ricardo des avantages comparatifs. Ils sont liés, on ne va pas se cacher, au libre-échange. Hein, au libre-échange. Certes, la France, les politiques françaises, on ne peut pas dire qu'on n'ait fait aucune erreur. On a fait des erreurs, probablement fiscales, probablement de contraintes parfois
peut-être supérieur à certains pays dans certains domaines. Mais dans certains domaines de normes ou de complexité, on a moins de normes que la Hollande ou certains pays nordiques, et ça n'empêche pas que les producteurs, qu'on soit en France ou en Hollande, on partage les mêmes problèmes, on a un manque de revenus, parce que les autres sont comme nous, ils n'ont pas de revenus. Et pourquoi cette théorie de Ricardo des coûts comparatifs? Pourquoi cette mondialisation? Pourquoi le libre-échange qui continue à marche forcée depuis l'entrée de la politique agricole commune, depuis les programmes d'Edgar Pisani des années 60? Bah, tout simplement parce que l'agriculture, comme d'autres secteurs, mais je vais rester parler que de l'agriculture, c'est une monnaie d'échange. Et je voudrais remercier le mail que j'ai imprimé, une publication de mon ami. Oui, justement, je voudrais souligner la publication que j'ai repris de David Saforcada, que je te salue David, qui est très bien, très très bien ta publication, elle répond bien aux problématiques agricoles. En échange du lithium chilien, de la bauxite australienne et de précieux gisements de minerais en Thaïlande ou en Malaisie, il faudra ouvrir grandes nos portes, et je rajouterai nos fenêtres, aux produits agricoles ultra compétitifs et sacrifier les paysans. Nous allons laisser faire tranquillement alors que nous pourrions soutenir nos agriculteurs tout en développant nos richesses sous-marines et outre-mer, etc., etc. Voilà. Alors, bien entendu, les accords comme le dernier du Mercosur, par exemple en Argentine, ils ont du lithium, ils en ont en Thaïlande également, mais en Chine, mais pour créer un rapport de force et pas être trop dépendant de certains pays, eh bien, les accords du Mercosur consistent à prendre du lithium un peu, on en a besoin pour nos batteries, hein, pour les voitures électriques notamment, eh bien, c'est mieux si on ouvre un marché en Argentine, on dépendra moins de la Chine et de la Nouvelle-Zélande. On a besoin aussi également de terres rares. Donc, les accords de libre-échange, ils rentrent dans ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle l'agriculture française européenne s'appauvrit. Et quand on veut parler concrètement en termes de chiffres et que on rejette la balle sur les consommateurs, on dit que les consommateurs sont responsables parce qu'ils ne veulent plus dépenser d'argent dans l'alimentation par rapport au budget des ménages. Le budget des ménages, je vais vous en parler, c'est 15,9% pour l'alimentation. Et on va nous dire que c'était plus de 30% à une certaine période. Alors oui, mais il faut comparer ce qui est comparable. Le logement représentait un quart du budget des ménages dans ces années-là. Le logement, avec la flambée, vous savez bien, des loyers et du logement, il représente un tiers du budget des ménages, le loyer. Donc, quand on a un tiers qui part dans le loyer, il y a des choix à faire. Bon. Et je vais revenir plus précisément sur, justement, les chiffres qui sont donnés. Il faut savoir que le budget des ménages pour l'alimentation, c'est 15,9% de 1600 milliards. La consommation des ménages, hein, c'est quasiment 50% du produit intérieur brut, c'est la consommation des ménages qui tire l'économie d'un pays hein, vers le haut. Hein. Et c'est vrai pour la France. C'est déterminant, la consommation des ménages dans son ensemble. Hein. Et la partie alimentaire, justement, c'est 15,9% de 1600 milliards, c'est-à-dire c'est environ 250 milliards. Je vous épargne les virgules, c'est 250 milliards et des poussières. Voilà. Donc, mais dans ces 250 milliards, imaginez-vous 250 milliards, la consommation liée à l'alimentation. La partie de matières premières, j'ai bien dit de matières premières, hein, agricoles là-dedans, c'est environ 16 milliards, un peu plus, j'ai arrondi, hein, 16 milliards. C'est-à-dire, c'est 40 000 euros, je l'ai ramené par exploitant. C'est 40 000 euros par exploitant agricole. Et ça représente 16%, ce chiffre-là de matières premières, ça représente 16% de l'endettement moyen des paysans, qui est de 250 000 euros. Donc, autrement dit, c'est peanuts. Ça veut dire que la matière première agricole représente rien du tout aujourd'hui dans le budget des ménages. C'est l'histoire des 6,50 € sur un caddie de 100 euros.
Voilà. Ce qui veut dire que si on doublait le prix de la matière première agricole, ça n'aurait pas un impact important sur le budget des ménages. Parce qu'on parle de la matière première agricole. C'est après que les souris dansent. C'est tout ce qui va derrière. Tous les intermédiaires qui vont derrière, toute la logistique, tout l'agroalimentaire, toute la grande distribution. C'est toutes les marges superposées, des marges à deux chiffres, hein, superposées, puisqu'on retrouve des marges dans l'agroalimentaire jusqu'à 53%. Vous vous rendez compte? Donc voilà l'histoire. Alors 15,9% du budget des ménages, vous allez me dire, c'est bas. Alors, ce chiffre-là, faut le corriger, parce qu'il y a toutes les subventions. D'accord? Il y a les subventions de la PAC, il y a les subventions de nos retraites, il y a les subventions au bâtiment, il y a l'impact du modèle agricole sur la qualité de l'eau, sur la santé, tout ça c'est chiffré. J'ai inventé aucun chiffre, j'ai repris la cote basse. On arrive à 110 milliards qu'il faut rajouter aux 250 milliards d'euros. D'accord? Et là, quand on rajoute les subventions et l'impact du modèle agricole, on va dire semi-industriel, il y a des pays qui sont encore plus industrialisés que nous, qui polluent plus que nous, c'est vrai. Hein, mais c'est quand même un modèle agroalimentaire industriel qu'on a. On va pas se cacher. Bon. Il faut rajouter ces 110 milliards. Quand on rajoute ces 110 milliards, on est à 22,8% du budget des ménages. Ça veut dire que lorsque je vous parle de revenir à la ferme, il faut revenir si vous pouvez dans les fermes, il faut acter vers les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Quand vous allez aller consommer local avec les projets alimentaires territoriaux et avec les élus qui vont jouer le jeu, quand vous allez acheter en direct, vous n'allez pas pouvoir enlever les 110 milliards d'euros. Les 110 milliards d'euros qui sont des subventions, ils vont être dans le prix que va vous vendre le producteur. Et c'est là qu'il y aurait un travail à faire politique. C'est là le rôle des politiques qui se baladent sur le salon. Au lieu de faire des grands discours de bonne intention, pourraient peut-être travailler les sujets, messieurs les politiques. Si demain, et je l'espère, on développe les PAT, il faut déconnecter les impôts qui sont pris sur les consommateurs qui servent à enrichir l'agro-industrie, qui servent à financer une partie de l'agriculture qui ne rémunère pas les paysans. Les paysans, ils ne vont pas payer deux fois. Si on revient vers des circuits courts, il faut enlever les impôts sur le monsieur et madame tout le monde, sur les 53 millions d'adultes, les 110 milliards là, qui contribuent à corriger les cancers, l'obésité, la pollution de l'eau, la politique, la PAC, la politique agricole commune, le financement de notre retraite, les financements de nos bâtiments. Pourquoi faire payer des impôts aux Français? Il faut rémunérer les paysans au coût de production, directement à travers les PAT. Mais les PAT, il ne faut pas que les gens qui jouent le jeu du local, ils repayent une deuxième fois à travers leurs impôts. Et ça, j'ai pas vu de politique pour l'instant se pencher sur la question. Vous voyez, ça mériterait une commission parlementaire et un vote à l'Assemblée nationale en décortiquant ces chiffres-là. Là, il y a un vrai travail de fond. Et je vais ajouter que ceux qui vont acheter, la brique, c'est qui le patron? Ceux qui vont acheter dans les magasins Leclerc qui font des pubs en disant nous rémunérons le producteur avec la photo de la vache. Les gens qui vont mettre plus d'argent pensant faire un bon geste. Et ça représente des faibles litrages, des faibles quantités, qui certes rémunèrent un peu plus l'agriculteur, c'est vrai, mais quelques agriculteurs, c'est minime, c'est de la com. Là, dans ce cas de figure-là, de c'est qui le patron, ou d'une marque, peu importe, Charal, Leclerc, Super U, Lidl, voici un produit qui rémunère les producteurs. Là, ils vous demandent de faire un effort, de remettre 10 centimes de plus. Là, vous êtes en plus 10 au-delà des 22,8% du budget des ménages. Là, vous franchissez la barre, là, vous vous rapprochez de 24, 25% du budget des ménages, avec ce qu'on vous redemande de mettre. Vous imaginez? Alors qu'on vous a demandé des impôts avant. Enfin, non, on ne vous demande pas votre avis. On vous les prend. D'accord? On ne vous demande pas votre avis.
Ça, c'est les élections qui décident. C'est ceux qu'on a élus à la tête de l'État qui décident à votre place. Donc, vous imaginez, on vous demande de cotiser, de payer plus, alors que vous payez déjà à travers vos impôts. Et tout ce que vous cotisez avant, c'est mal réparti. Le problème, il est tout simplement là. C'est qu'il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée du départ de l'exploitation jusqu'à l'arrivée dans le magasin. Il est là le problème agricole. Il n'est pas ailleurs. C'est juste une question de répartition. Et ensuite, bien sûr, c'est une question également du libre-échange, puisque les centrales d'achat et l'agroalimentaire mettent la paysannerie en compétition à travers le monde pour faire baisser au maximum le prix des parts des exploitations. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est la raison pour laquelle ils ont signé le Mercosur et ils vont accélérer les importations de produits de l'extérieur parce qu'ils ne veulent pas que les paysans vendent les produits plus chers. Dès que ça a tendance à augmenter, ils mettent en place des stratégies d'importation pour essayer de freiner l'augmentation des prix agricoles dans les exploitations. Parce qu'eux, ils veulent garder leurs marges, des marges confortables. Et plus le prix des parts fermes est faible, plus il y a de monde à manger sur la bête. C'est facile à comprendre. C'est tout. C'est tout simple à comprendre. Hein. Donc c'est le modèle qu'il faut revoir. Hein. Et ça, je vais continuer de me battre là-dessus, hein, avec ceux qui veulent m'écouter, les attachés parlementaires, les députés qui m'appellent. Mais il faut qu'ils travaillent sur le sujet. Il faut qu'ils décortiquent les chiffres. Parce qu'il y a toute une partie du problème qui est certes politique, hein, mais qui est chez nous, dans la profession. On est trahi par la profession. Et ensuite, la deuxième arme qu'on a, c'est les projets alimentaires territoriaux. J'en reparlerai, parce que pour qu'ils fonctionnent, il faut signer une charte d'engagement. Le problème, il est là. Il faut signer une charte d'engagement, et l'idéal, ça serait, je sais bien que c'est du travail, pour ceux qui mettent ça en place, SOS Mères et les autres, parce que l'idéal, c'est de faire une petite formation, hein, pour pas que ça parte dans tous les sens avec n'importe quel chiffre. Il y a des coûts de production, on les connaît, mais il faut que ça soit cadré. Si c'est pas cadré, il va se créer un genre de concurrence locale qui va détruire encore une partie de la valeur, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour se respecter, pour travailler main dans la main, nous, les nourriciers, les producteurs, avec les élus, les maires des communes, que je salue et que j'espère, beaucoup vont être nombreux à prendre la direction des projets alimentaires territoriaux. Il ne résoudra pas toute la problématique agricole. Hein. Sans une modification des accords de libre-échange et du modèle économique, on ne va pas sauver l'ensemble des paysans. Mais c'est quand même très important. Ça peut en sauver une partie relativement quand même importante. Et ça va surtout entraîner une dynamique et cocher toutes les cases environnementales, santé, des produits locaux, de qualité. On connaît le producteur en termes de logistique, en termes de pollution. Plus on va consommer local, on coche toutes les cases. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte pas cher si on est capable de s'organiser main dans la main entre nous avec les élus, mais avec une charte bien cadrée. Sinon, chacun va venir avec sa recette et chacun va venir avec son prix. Et là, on va perdre une partie des efforts qu'on aura consentis les uns les autres. Donc, je vous remercie et à bientôt.